Bonsoir tout le monde, bienvenue à mon Facebook Live hebdomadaire du mardi soir 20h. Alors aujourd'hui, mardi le 11 septembre 2018, bienvenue. Je me présente, Marilyn Coulombe. Vous êtes sur ma page publique et je vous souhaite à tous une belle soirée en notre compagnie. Parce que, comme à l'habitude, j'ai Michel qui est avec moi qui va lire vos questions. Alors, bonsoir Michel. Bonsoir tout le monde. Et commencez tout de suite à préparer vos questions, mais j'ai beaucoup de matériel à vous donner ce soir. Alors, tranquillement, Lucie Martel se joint à nous, Nicole Soulière, Nicole qui est souvent avec nous, Chantal Levasseur, bonsoir ma belle Chantal, Nicole Langlois, on a Sandra, on a Yves, on a, bon, genre, les mêmes noms reviennent, Louise Tremblay, on a Lucie Martel, je l'ai dit tantôt, on a Lorraine Roy qui est avec nous, Madeleine Mitchell, bonsoir Madeleine et Louise, je sais que vous êtes toutes les deux en train de me regarder ce soir. Comme plusieurs personnes à la maison, vous pouvez être des fois une, deux, trois personnes. J'ai aussi des jeunes spectateurs. À tous les mardis soirs, j'ai toujours quelques jeunes qui me disent bonsoir. Je suis contente que vous soyez là parce que quand on est jeune, on est souvent ouvert au phénomène un petit peu psychique. Puis on ne sait pas toujours, les papas, les mamans ne savent pas toujours comment répondre. Donc, ils invitent leurs enfants à écouter mes Facebook Live du mardi soir. Je vous félicite, chers parents. Et encore une fois, je souhaite bonne soirée à tous ces jeunes-là qui vont nous écouter ce soir, même si le sujet ce soir est un peu sérieux. Donc, la thématique ce soir, accompagner une personne en fin de vie. Ou peut-être que vous allez vous préparer vous-même en fin de vie. J'espère que grâce au Facebook Live de mardi dernier, vous êtes dans l'abondance, vous êtes dans le positif. Souvenez-vous de mes trois lettres, PPA, qui veut dire sur lequel les trois choses dans la vie sur lesquelles vous avez parfaitement le contrôle. Et même si ce soir, on va parler de fin de vie, justement, et encore une fois, même si on est en fin de vie, il y a trois situations, il y a trois choses sur lesquelles on a du pouvoir. Il n'y en a pas vraiment d'autres. Ces trois choses-là, PPA, pensée, perception, action. On a du pouvoir sur nos pensées. On a du pouvoir sur la perception, puis on va le voir là ce soir avec la thématique, la perception de la fin de vie. Et les actions qu'on peut poser, bien sûr. Alors, encore une fois, j'espère que les deux derniers Facebook Live vous ont mis du positif, ont élevé vos vibrations, parce que ce soir, on s'en va dans un sujet un peu plus sérieux. Alors, par où commencer? Par où commencer? Bon, premièrement, j'ai appelé ma thématique ce soir « Accompagner une personne en fin de vie ». Je vais vous parler ce soir de mon expérience personnelle que j'ai vécue dans les dernières semaines. C'est tout frais, donc je peux vous en parler, je vais pouvoir vous en parler beaucoup ce soir, échanger aussi avec vous parce que je suis certaine, j'en ai lu quelques-uns qui ont déjà vécu ça aussi, accompagner une personne en fin de vie. On va voir aussi, il y a des personnes ce soir qui m'écoutaient qui probablement, peut-être, sont en fin de vie. J'ai communiqué dans les mois derniers avec deux personnes qui étaient sur leur dernier jour et elles avaient des questions sur l'après-vie parce qu'elles ne pouvaient pas en parler avec les gens qui étaient autour d'elles. Ces personnes-là sont décédées ou s'en allaient vers l'hôpital plus qu'une maison de soins palliatifs. On va en parler aussi ce soir. Alors, j'ai aidé de mes connaissances, du mieux que je peux. Vous savez, je n'ai pas la vérité sur tout, mais je partage mes expériences personnelles. Alors, ce soir, ça va me faire plaisir de partager avec vous les derniers moments que j'ai vécus avec ma maman. Donc, ça va faire partie, justement, tout au long de la soirée, des explications que je vais vous donner. Alors, par où commencer quand on accompagne une personne en fin de vie ou si jamais vous êtes vous-même en période de fin de vie? Alors, la première des choses, par où commencer? Je vous dirais,
de vous documenter, hein, de soit lire des livres, soit d'assister à des conférences, soit de venir écouter des Facebook Live comme ce soir. Hein, si vous connaissez des personnes qui sont en fin de vie ou qui accompagnent des personnes en fin de vie ce soir, partagez ma vidéo pendant qu'on est en train de se parler pour que les gens puissent nous suivre, mais aussi après, vous pourrez partager la vidéo à d'autres personnes. Alors, je vous ai mis dans la publication, hein, dans le petit message au début de la publication, je vous ai fait une suggestion de lecture. Donc, quand la fin de vie s'approche, qui est par Sue Brain, si je me souviens bien, si je suis capable de dire le mot comme il faut, le nom de la personne comme il faut, mais vous allez pouvoir cliquer sur le lien puis avoir accès à ce livre-là qui est disponible sur Internet directement en format PDF. Alors, quand on est sur le point d'accompagner une personne qui est en fin de vie, il ne faut pas avoir peur de parler de la mort parce que la personne qui est justement en train de vivre ces derniers moments, ben, peut-être qu'elle a beaucoup de questions à poser sur ça. Si vous êtes renseigné, si vous avez des expériences psychiques, des expériences pour avoir fait des lectures ou avoir assisté à des conférences, ou peut-être même, c'est peut-être pas la première personne que vous accompagnez en fin de vie. Alors, la personne, elle veut qu'on parle de la mort. Bien, là, je parle de gens qui sont prêts à parler de la mort, hein, parce qu'on va voir, il y a des gens qui sont dans le déni aussi. Alors, il faut, oui, c'est très important, il faut éviter, quand vous êtes dans ce moment-là, de ramener les choses vers vous, OK? On peut comprendre que vous ayez de la peine. Ça peut être une personne très importante qui est en train de mourir, qui est en train de vivre ces derniers moments. Et oui, c'est vrai, ça peut vous faire de la peine. Vous pouvez avoir peur de vivre toute seule. Vous pouvez avoir peur, vous pouvez vous demander, oui, mais qu'est-ce que je vais faire? Ma mère, elle sera plus là. Mon conjoint sera plus là. Ma femme sera plus là. Hein? On peut se poser ces questions-là. Mais rappelez-vous qu'au moment où vous allez être présent ou présente avec la personne qui vit ces derniers moments, c'est à elle qu'il faut penser. Alors, essayez d'éviter de ramener les choses à vous. Hein? Qu'est-ce que je vais faire quand tu seras plus là? Ça, c'est peut-être une des choses qui est la plus difficile à dire à quelqu'un qui est sur le point de s'en aller parce que cette personne-là, elle va se dire, oh mon Dieu, je peux pas partir. Oh, je peux pas la laisser. Ça, c'est pratiquement empêcher une personne de quitter la tête tranquille, de quitter en paix. Alors, quand on accompagne une personne en fin de vie, très important de, oui, penser à soi, mais de mettre nos choses un peu de côté pour se consacrer et se concentrer sur la personne qui est en fin de vie. Ensuite, et si au contraire, si vous êtes dans un moment de fin de vie ou quand vous serez dans votre moment de fin de vie, là, ça va être le temps d'axer sur vous, OK? Qu'est-ce que vous avez le goût de faire? Qu'est-ce que vous avez le goût d'entendre? Dans quelles circonstances vous avez envie de partir? Tout ça, là, ça va être important de vous concentrer sur vous et de mettre les autres de côté, OK? Donc, pas à Pierre Jean-Jacques, pensez pas à faire plaisir à tout le monde, pensez pas à ce que les gens voudraient. C'est vous, là. C'est vous qui êtes vers la fin de votre vie, donc c'est à vous de mentionner les choses qui sont importantes pour vous. Les personnes qui sont en soins de vie ont besoin des soins de confort, mais elles ont aussi besoin de se faire entendre. Elles ont besoin d'être entendues, appuyées, entourées et aussi surtout de se sentir en sécurité. Alors, il y en a qui sont capables et il y en a qui ne sont pas capables. OK? Donc, ces gens-là qui ont besoin d'être entourés. Il y a des personnes qui vont être sereins avec la situation. Si je prends mon exemple personnel, ma mère, à partir du moment où on lui a annoncé le diagnostic qu'elle avait un cancer généralisé, qu'il lui restait moins de 3 mois à vivre, pour sa part à elle, elle a été sereine avec ça. Je peux pas vous dire qu'elle a accepté facilement. Je pense pas qu'on accepte facilement un diagnostic où on vous dit il vous reste tant de temps à vivre. Mais ça n'a pas été long qu'elle est retombée sur ses pieds puis qu'elle a dit bon ben ok, là maintenant on est devant la réalité, ça va se produire. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ma mère avait décidé de s'en aller en maison soins palliatifs. Elle a décidé avec le médecin, parce que le médecin va offrir 4 étapes
avant la dernière et les soins de confort. C'est-à-dire, la première étape, ils vont continuer d'investiguer, ils vont continuer de passer des examens, que ce soit des scans, que ce soit toutes ces choses-là, vont continuer de faire en sorte que la vie va se maintenir puis essayer de guérir. Ça, c'est la première étape. Mais la quatrième étape, c'est d'accepter les soins de confort. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'acharnement, il n'y a pas de scan qui se fait, il n'y a pas d'examen, il n'y a plus de prise de sang, il n'y a plus rien qui se fait là. Il y a seulement les soins de confort qu'on va offrir à la personne. Alors, dans notre cas présent, ma mère était consciente, était lucide. Heureusement, elle souffrait pas. Elle avait pas si mal que ça. Donc, elle a dit, moi, je vais prendre les soins de confort. Alors, il y a des personnes qui vont entamer le processus de la mort de façon plus sereine, plus zen, puis ça va se dégager, puis ils vont peut-être le transmettre aux gens qui sont autour. Donc, vous, soyez à l'écoute de ça. Mais il y en a où c'est pas toujours le cas. Donc, il y a des personnes qui vont être effrayées, désorientées, qui vont être dans le déni. Mais des fois, ils vont être aussi incapables d'exprimer comment elles se sentent, comment elles sont. Alors, elles peuvent avoir peur de mourir. Là, je vous lis une liste, là, d'informations, elles peuvent avoir peur de mourir, ces gens-là. Elles peuvent aussi avoir l'impression d'être un fardeau pour vous, pour leurs proches. Ça, parfois, ma mère, ça lui arrivait de nous dire, bon, ben les filles, OK, allez travailler, allez faire vos affaires. Des fois, c'était, bon, nous, comme je vous dis là, hein, on a vécu le décès de ma mère, la fin de vie de ma mère un peu spéciale parce qu'on a ri beaucoup. À la limite, je pourrais vous dire, on s'est amusé sans que ça ait l'air trop difficile à dire. Hein? Mais quand on passait du temps avec ma mère, ça faisait quelques heures qu'on était avec elle, puis qu'elle était correcte, soit que ma soeur lui avait donné sa douche, soit que moi, dans l'après-midi, j'avais réglé des papiers avec elle, je lui avais aidé à faire pour le dîner, tout ça. Ben, elle nous disait, OK, c'est correct, vous pouvez y aller, vous pouvez y aller. Nous, on savait qu'elle avait besoin de moments d'être toute seule, mais on savait aussi qu'elle avait l'impression d'être un fardeau, qu'elle avait l'impression qu'elle nous empêchait de nous retrouver en famille, qu'elle nous empêchait de travailler, qu'elle nous empêchait. Mais dans la réalité, est-ce qu'elle nous empêchait? Moi, j'avais le bonheur et la chance de pouvoir faire un horaire de travail et de prendre du temps pour m'occuper de ma mère en fonction de mes horaires de travail. Alors, pour moi, elle n'était pas un fardeau, ma sœur non plus, mais pour elle, elle pouvait se sentir comme ça. Alors, n'oubliez pas, tantôt, quand je vous ai dit perception. Donc, vous pourriez bien dire à la personne, mais non, arrête, là, t'es pas un fardeau. Mais la personne qui est là dans le lit d'hôpital ou dans le fauteuil d'hôpital, bien, elle peut se sentir comme ça. Et c'est pas parce que vous la faites sentir comme ça. C'est bien elle qui peut se sentir comme ça. Alors, d'être à l'écoute de ça. Elles peuvent être aussi indignées d'être trahies par la vie. Hein? Là, je n'emploie pas les grands mots qui sont écrits ici, mais oui, ça se peut qu'elles soient comme, bon, vous savez, là, les expressions qu'on dit, c'est toujours les meilleurs qui partent en premier. Mais ça arrive que les gens disent ça. Ça arrive que les gens disent, bon, ben, qu'ils veulent plus croire en Dieu, que Dieu permet des choses comme ça. On dit Dieu ou un être suprême, mais souvent, on va être placé devant des gens qui vont être fâchés après tout, hein, après la vie, et etc. Elles peuvent se dire, justement, quand on dit les bons qui parmi, mais tu sais, cette personne-là a fait du mal, cette personne-là est négative, les bandits, les assassins, pourquoi c'est pas eux autres qui partent? Ben, parce que c'est pas ça, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Mais quand on est dedans, quand on est dans l'expérience, quand on est dans l'émotion, ben c'est plus facile à dire qu'à faire, hein? Donc, les personnes peuvent être en colère, peuvent se sentir abandonnées. Elles peuvent s'accrocher à un espoir, à un traitement miracle. À ça, on fait attention parce que, encore une fois, dépendamment comment vous êtes et comment la personne qui est en fin de vie, elle est. Il y a des personnes qui vont se raccrocher jusqu'à la dernière seconde à un traitement miracle, à une formule miracle, à la pensée magique, à se disant, ben là, je vais changer ma vie, puis etc. Ben, des fois, il est trop tard pour changer sa vie. Vous, dans votre cas, quand vous accompagnez la personne, mais dans un premier temps, il faut respecter. Il faut respecter la personne qui est en train de dire qu'elle croit au miracle puis qu'elle voudrait donc que ça arrive. Mais je ne vous conseille pas nécessairement d'embarquer dans ça si vous-même, vous êtes conscient que non, ça ne peut pas arriver. OK? Donc, sans bousculer la personne, sans lui dire, écoute, arrête, là, tu t'en sortiras pas, puis tout ça, là, soyez
soyez quand même ferme sur des points. Ramenez pas, oui, c'est vrai, ils vont trouver un miracle ou le médecin va revenir avec quelque chose. Allez pas dans cette ligne-là parce que ça peut amener la personne à être déçue. Puis moi, je vous dirais, on parle beaucoup dans la préparation, on parle beaucoup d'accompagner la personne, mais je garde toujours en tête, moi, qu'il y a un après. Pour moi, Marilyn, il y a un après. Donc, ça veut dire que la personne qui est en fin de vie, si on lui fait croire jusqu'à la dernière minute que oui, elle peut être sauvée, elle ferme les yeux en se disant, je vais être sauvée, puis finalement, elle se réveille, elle est décédée, elle est dans une autre dimension, elle est dans un autre changement de conscience. Puis, à partir de ce moment-là, elle peut être troublée, elle peut être en confusion, elle peut ne pas accepter. Quelqu'un qui n'accepte pas son décès pendant la vie ici, hein? Exemple, on a un diagnostic et la personne, non, je ne veux pas mourir, oh non, je ne veux pas mourir, non, 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 je ne mourrai pas. Bien, quand elle va décéder, bien, elle arrive de l'autre côté, c'est pas comme ça qu'elle dit, oh, ben là, je suis décédée, OK, c'est fait, bon, ben, on n'y peut rien, hein, c'est là. Non, 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 non. Il y a des personnes qui vont arriver de l'autre côté dans leur changement de conscience, puis qui vont dire, hey, je voulais pas mourir, non, 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 ramenez-moi la vie. Hein, j'ai déjà fait un rêve avec une cousine qui est décédée très subitement, puis elle me disait dans mon rêve, elle me disait, là, je vais prendre, elle me montrait une boîte de pilules, puis elle me disait, là, je vais prendre ce médicament-là, puis je vais revenir, là, inquiète-toi pas, je vais revenir. Et puis ça, là, je vous parle de ça, là, ça faisait quelques années qu'elle était décédée, mais le temps n'existe pas de l'autre côté. Okay? Ensuite, elles peuvent avoir l'impression d'avoir gâché leur vie et pleurer les occasions manquées. Ça, c'est possible. On l'écoute, hein? Vous savez, là, une des choses qu'on doit faire, je l'ai dit un petit peu, je vais le dire un petit peu plus loin, mais c'est d'écouter la personne qui est en fin de vie. Alors, ça se peut qu'elle se plaigne, ça se peut qu'elle se dise qu'elle a manqué sa vie, qu'elle a manqué des occasions. Laissez-la parler, mais entre les phrases, entre les moments où elle va vous dire les choses sur lesquelles elle va pleurer, les choses qu'elle a manquées, bien, ramenez-lui les bons moments. Ramenez-lui les bons moments qu'elle a fait. Hein? Soulignez-les ces moments-là. Rappelez des beaux moments de famille. Rappelez des beaux moments vécus avec elle parce que ça va l'aider à voir le côté positif, le côté de sa vie positive et non pas tout ce qu'elle a manqué. Parce que ça, c'est comme dans la vie de tous les jours. Hein? Si on se plaint de ce qu'on n'a pas plutôt que d'apprécier ce qu'on a, on est malheureux. Alors, la personne qui est en est déjà assez malheureuse comme ça, hein? On peut-tu lui apporter un peu de positif puis lui dire, ben non, tu sais, quand on a fait la fête la dernière fois, ou te souviens-tu à tes 50 ans, comment c'était le fun, tout le monde était venu pour tes 50 ans. On revient avec ça. Comme ça, la personne, elle va focuser, puis elle va se souvenir des beaux moments. Même chose, les regrets. Hein? Un des 5 plus grands regrets. Il y a une personne qui a écrit un livre, son nom m'échappe, qui a écrit un livre sur les 5 plus grands regrets que les gens ont en fin de vie. C'est une personne qui accompagnait les gens en fin de vie puis qui parlait beaucoup avec eux autres. C'était pas une infirmière, c'était une personne bénévole qui s'occupait des gens en phase terminale, en fin de vie. Et le numéro 1 des 5 plus grands regrets, les gens, ce qu'ils disaient, c'était qu'ils regrettaient de ne pas avoir vécu pour eux, mais d'avoir vécu pour tous les autres, avoir vécu pour leurs enfants, avoir vécu pour leurs conjoints, avoir vécu pour faire plaisir à leur famille. Hein? Tout ça, bien, à la toute fin, c'est là qu'on regrette. Hein? Puis là, écoutez-moi, si en ce moment, vous accompagnez une personne, OK, mais si vous accompagnez une personne, ça veut dire que vous êtes encore en vie. Alors, on essaie de ne pas accumuler des regrets. Donc, si on n'aime pas le travail dans lequel on est, on change le travail. Parce que si demain matin, vous aviez à mourir ou à être à la place de la personne là, qui est en fin de vie, et celle qui vous dit, ah ben, tu sais, j'ai fait mes études en droit parce que dans ma famille, tout le monde était notaire ou avocat, puis ils s'attendaient ça de moi, puis c'est pas ça que j'aurais voulu. Moi, j'aurais voulu être une danseuse, être sur la scène, faire des belles chorégraphies. Mais il est trop tard quand on est à la fin de vie. Mais ces personnes-là ont besoin de le dire. Alors, il faut les écouter, puis il faut partager avec eux, encore une fois, ramener les bons moments, ramener les bons coups que cette personne-là a vécu. OK? Et là, quand je vous dis qu'on ramène, on laisse les gens parler. Hein? C'est très important de ne pas couper la parole, de les laisser aller jusqu'au bout des choses qu'ils ont besoin de dire. Hein? Elles peuvent attendre impatiemment de mourir. Et là, je peux parler par expérience parce que
Ma mère, pendant la période où elle a été hospitalisée, tout juste avant de rentrer dans la maison des soins palliatifs, je devais partir en tournée de conférence. Et bon, là, j'étais mal. Est-ce que je pars? Est-ce que je pars pas? Elle va être encore là? Et on s'était parlé franchement. Puis elle m'avait dit, non, tu vas faire ta tournée, je suis pas sur le point de mourir. Puis elle m'avait dit ça en riant. Puis au moment où je suis partie, la journée où je suis partie le samedi midi, juste avant, je suis allée la voir, bien sûr, je l'ai pris dans mes bras, puis j'ai dit, maman, j'espère que tu vas m'attendre. Donc, des petites émotions qui remontent. Hein. Et puis elle m'a dit, hey, je veux pas que tu pleures. Puis elle dit, non, non, non. Elle dit là, elle dit, riez, chantez, dansez. Elle dit, c'est ça qu'il faut que tu retiennes. Je suis partie en conférence pendant 2 semaines et à mon retour, elle avait changé de place. Elle était rendue à la maison des soins palliatifs, à la maison à Desmardions. Ça faisait déjà quelques jours qu'elle était là. Moi, je suis revenue le samedi. Tout de suite en revenant, c'est sûr, je suis allée voir ma mère dans cette maison-là. On a passé le week-end ensemble. Le lundi matin, je rentre pour aller la voir à la maison des soins palliatifs, puis elle est encore couchée dans son lit. Et ma mère, tout le temps qu'elle a été hospitalisée à l'hôpital ou qu'elle a été à la maison à Desmardions, ma mère ne voulait pas être dans son lit à part pour dormir, puis encore. Elle voulait toujours se lever puis être assise dans son fauteuil. Alors ce matin-là, j'arrive, puis l'infirmière est avec elle. Ma mère est encore couchée dans son lit, puis l'infirmière me dit « Ah, Madame Coulombe, vous arrivez juste à temps. » Elle dit, je pense qu'elle dit, votre mère, elle a besoin de vous raconter des affaires. Fait que moi, je m'assois dans le lit avec elle. Puis là, ma mère me regarde, toute découragée. Elle me dit, ils veulent pas de moi, l'autre côté. Elle dit, là, elle dit, j'ai rêvé. Elle dit, ils sont tous venus les chercher ici. La veille, à la maison à Desmardions, il y avait eu 2 décès. Elle dit, ils sont tous venus les chercher. Puis elle dit, moi, ils veulent rien savoir de moi. Elle était confuse. Puis là, je me suis mis à parler avec elle. Là, ça a été le temps, l'élément déclencheur. Elle était prête à partir. OK? J'étais revenue de mes conférences. Elle savait que j'étais là pour un petit bout. Mais là, elle pensait partir tout de suite le lundi, après mon retour. Elle me disait, ben, je suis pas encore morte. Je suis ici, là. Je suis vraiment encore dans la terre, dans le plan terrestre. Là, je riais puis je disais, ben oui, maman, t'es encore avec moi, mais si tu veux y aller, vas-y, laisse-toi aller. On s'est tout dit. On en a parlé de long en large. Vas-y. Et elle était impatiente en quelque sorte de partir et elle a été encore avec nous pendant quelques jours, je vous dirais même encore une bonne dizaine de jours après. Et ça a été la même chose au moment où les médecins nous ont expliqué qu'ils avaient une piqûre pour la soulager, qu'ils avaient à lui donner, mais qu'au moment où ils allaient lui donner cette piqûre-là, elle allait tomber en sédation, c'est-à-dire elle allait dormir. Puis, elle allait plus se réveiller après cette piqûre-là. Alors, on a parlé à maman et on a expliqué les choses et tout ça. Puis, je vous compte le petit bout où, à un moment donné, après avoir reçu la piqûre, ça devait faire au moins 10 minutes. Elle avait les yeux fermés. Puis, nous, on pensait qu'elle commençait tranquillement à s'endormir. Mais, à un moment donné, elle s'est ouvert les yeux très grands, elle nous a regardés, puis elle a dit, bon, elle dit, coudonc, je suis pas partie encore. On s'est mis à rire, bien, rire et pleurer, parce qu'on faisait les deux. On a fait les deux rire et pleurer tout le long des derniers moments. Mais elle était impatiente de mourir. Alors, ça se peut que les gens que vous accompagnez vous semblent impatients de partir. Puis vous allez dire, mais non, je veux que tu restes, je ne vais-t'en pas tout de suite, je veux... On pense encore une fois à soi. On ne pense pas à la personne qui est en douleur, à la personne qui souffre, à la personne qui a hâte de mettre fin, à la personne qui a hâte que ça se termine, tout ça. Hein? Donc, encore une fois, il faut essayer de mettre ses émotions un peu de côté, de ne pas penser nécessairement à notre peine à nous, mais d'aller avec la personne. OK? Ensuite de ça, elles peuvent vouloir prendre contact avec des ex-conjoints, des proches ou des amis avec qui elles avaient coupé des liens. Et ça peut être vécu difficilement pour certains d'entre vous parce que si vous n'avez pas gardé des bons termes avec les ex-conjoints de la personne qui est sur sa fin de vie, ça peut être difficile. Mais souvenez-vous, je vais le dire souvent ce soir, on se ramène, c'est la personne qui est en train de partir qui, elle, a probablement besoin de régler des choses, de voir une dernière fois sur le plan physique. Parce que pour moi, on se revoit de l'autre côté. Mais sur le plan physique, ça peut être une des dernières fois qu'elle va voir ces personnes-là. Alors, mettez-vous pas de barrière. Elles peuvent aussi vouloir aussi avouer des choses qui sont arrivées dans le passé. Hein? Il y en a beaucoup, beaucoup qui, en fin de vie, vont avouer soit des choses qu'elles ont faites ou soit des choses qu'elles ont subies.
Hein? Ça peut être des secrets. Ça peut être des secrets, bon, pour elle, qui peut sembler énorme, mais qui pour nous peut être très banal, mais c'est pas grave. Il faut les écouter parce que ça peut être très libérateur pour eux de livrer ça. Il y a aussi, il y en a qui peuvent exprimer des colères irrationnelles, des reproches, du ressentiment, puis ça, ils peuvent vous lancer ça à vous. Hein? Ils peuvent, bon, ça, je l'ai déjà entendu, j'ai déjà vu des gens dire, mais tu m'as pas ramené à la maison, ramène-moi à la maison, je veux pas rester ici, c'est de ta faute si je suis ici, alors que c'est pas du tout le cas, c'est pas du tout la faute de la personne qui accompagne, mais la personne qui est en souffrance. Souffrance physique, souffrance émotionnelle, qui a peur, hein, qui a peur ou qui perd ses repères ou qui perd son contrôle, bien, elle peut réagir de cette manière-là aussi. Alors, c'est pas tout le monde qui accepte, c'est pas tout le monde qui sont sereins dans leurs derniers moments de vie. Il y a des personnes qui bousculent un peu plus, il y a des personnes qui veulent pas voir personne. Puis malheureusement, il faut respecter ça. Alors, même si vous voudriez être là, même si vous voudriez que la personne se calme, ça peut être difficile, hein? Mettez-vous à sa place pendant quelques instants. Ça, on se l'est dit souvent, moi puis ma sœur aussi, quand on était avec notre mère. Des fois, on peut dire qu'on la brasse un peu des fois. Puis des fois, on se disait, ouais, mais tiens, on va se mettre à sa place. Ouais, si on s'était à sa place, peut-être qu'on serait comme ça, nous autres aussi. Alors, de ne pas avoir peur non plus de vous mettre à la place de la personne qui est en fin de vie. OK? Ça aussi, ça peut vous aider, puis ça peut être très important. Elles peuvent s'ennuyer de proches, des amis, puis elles peuvent avoir le goût qu'elles soient à leur côté. Hein? Ensuite, il est important de ne pas juger la personne. Attendez une minute, je veux juste revenir ici. Quand la fin de vie est proche, il y a deux attitudes qu'on va voir. Il y a des attitudes où on va, les personnes, ils vont accueillir la mort sans détour. Vont parler directement, vont dire ça s'en vient, je me sens partir, demain je serai plus là, ce soir je prends un dernier verre de vin, fêter ce soir parce que demain je serai pas là, à Noël je serai pas là. Il faut les écouter, ces personnes-là, parce qu'ils ressentent les choses à l'intérieur d'eux. Donc, il y a des personnes qui vont parler de la mort sans détour et il y a des personnes qui vont nier et qui vont refuser le moment. Puis quand on parle de nier, ça peut être la personne qui est en fin de vie, mais ça peut être aussi les gens qui sont avec elle. OK? Vous pouvez être de ces personnes-là. Vous pouvez avoir des frères, des sœurs, des gens de la famille qui sont en train de nier la situation, alors que la personne qui est en fin de vie, elle essaie, elle, d'en parler. Je vous donne un exemple. La personne qui est en fin de vie et qui demande à ce que ses dernières volontés soient exécutées, qu'elle veut parler de ses funérailles, elle veut parler de ses polices d'assurance vie, de son testament. Il y a des personnes qui, en fin de vie, c'est important pour elles. Et là, les gens qui sont là, on ne parle pas de ça. Parle pas de ça tout de suite. Ben non, voyons donc, tu vas sortir de l'hôpital. Ça donne quoi de parler de ces affaires-là? Alors, la personne qui est en fin de vie, elle peut se sentir comme pas écoutée, elle peut se sentir bafouée, elles peuvent se sentir avoir de la difficulté parce que elle voudrait bien s'exprimer là-dessus. Elle voudrait bien mentionner leurs choses personnelles. OK? Ensuite, mais ça peut être aussi difficile pour la personne en fin de vie d'exprimer ses sentiments, d'exprimer comment elle se sent. OK? Ça aussi, il faut être à l'écoute. Le plus beau cadeau que vous pouvez faire pour une personne en fin de vie, c'est de l'écouter, justement. Alors, écoutez la personne sans la juger et essayez pas de lui imposer vos croyances à vous. Contentez-vous d'échanger avec elle. Contentez-vous de lui demander à elle comment elle se sent, comment elle vit les choses. Si elle vous demande, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu penses qu'il y a quelque chose après la vie? Est-ce que toi, tu crois en Dieu? Est-ce que ça fait mal mourir? Là, vous pouvez échanger avec elle. Mais tant aussi longtemps qu'elle ne vous le demande pas à vous, bien, à ce moment-là, vous pouvez parler de vos expériences, mais on n'impose pas aux gens qui sont en fin de vie. Oui, tu vas voir ta mère l'autre côté. Non, il n'y a rien l'autre côté. Oui, tu vas aller voir ton père, il va être là. Insistez pas. Parlez-en si vous vous sentez à l'aise d'en parler, mais insistez pas, hein? Mettez pas imposez pas vos croyances. Être sincère, faire de l'humour, tenir la main touchée. Hein, tantôt, je disais, moi puis ma soeur, il y a des moments où on a ri avec notre mère, puis même dans les derniers instants. Et je pense qu'il faut aussi rire parce que ça fait partie des émotions.
les personnes qui sont en fin de vie, là, ils ont besoin d'entendre rire avant de partir. Ils ont besoin que vous puissiez faire des farces. Ils ont besoin de ça aussi. Ils ont besoin d'être touchés. Ça, c'est plusieurs personnes qui sont en soins palliatifs, plusieurs préposés, bénévoles qui m'ont dit ça, que les gens qui sont en fin de vie ont besoin d'être touchés, surtout les mains, surtout les avant-bras, d'être flattés, etc. Donc, n'hésitez pas à toucher, à tenir la main de la personne. Hein? Ça, c'est du réconfort. Puis, je vous dirais par expérience, avec les communications que j'ai eues, il y a des gens qui sont venus dire « Merci d'avoir tenu ma main. Merci, je t'ai senti. Oui, je savais que tu étais là avec moi. » Alors, ils le savent et ils le sentent. Parce que là, je parle de gens qui sont en fin de vie, qui sont lucides, mais il y a des gens qui sont pas lucides, hein, que ça fait peut-être quelques jours qui sont endormis, qui sont dans le coma et tout ça. Alors, ces personnes-là, dites-vous bien qu'elles sentent et qu'elles entendent. Alors, gênez-vous pas, hein? Gênez-vous pas pour toucher. Soyez à l'écoute des sentiments et de vos sentiments. Ayez pas peur de pleurer. Ayez pas peur de pleurer. Et demandez-vous pas sans cesse, là, qu'est-ce que les autres vont penser? Hein? Là, je me retiens de pleurer parce que là, mon frère est là puis il va encore dire que je suis une braillarde. Non! Alors, tenez-vous pas de pleurer. Pleurez si vous avez envie de pleurer. Puis si au contraire, vous avez pas le goût de pleurer ou vous pleurez pas, forcez-vous pas non plus. Soyez bien dans vos sentiments, dans vos émotions. Nous, je me souviens, ma mère a passé son temps, ben là, pleurez pas. Ben oui, mais c'est facile, pleure pas. Tu sais, on a de la peine, nous autres. Là, on se mettait à rire, puis là, on repleurait un peu. Puis, mais ma mère, elle a été, je vous l'ai dit, elle a été sereine jusqu'au bout. Je pense que j'ai pas vu ma mère une fois pleurer dans tout le processus de son deuil. Mais si on est comme ça, on est comme ça. Donc, si vous avez besoin de pleurer, on pleure. Si vous êtes en fin de vie, si la personne qui est en fin de vie, elle a besoin d'exprimer ses émotions, on l'amène à exprimer ses émotions. Si vous vous sentez pas bien, respirez calmement. Si vous vous sentez pas bien, sortez de la chambre, sortez de l'espace. Hein, essayez, mettez pas votre fardeau sur la personne qui est en fin de vie. Elle en a déjà assez comme ça à s'occuper d'elle. Hein? C'est important ça. Si vous accompagnez des personnes, je sais que ça peut être dur pour vous, là, mais mettez pas votre fardeau sur la personne qui est en fin de vie. Comme je disais tantôt, demandez-lui pas 50 fois qu'est-ce que je vais faire quand tu seras plus là, qu'est-ce que je vais faire moi, comment je vais m'en sortir. C'est pas à la personne en fin de vie à prendre ses énergies pour vous répondre. Elle a besoin de toutes ses énergies pour aller le plus longtemps possible dans sa fin de vie. Hein? Ça peut paraître drôle à dire, mais on a besoin d'énergie pour mourir. Tout comme on a besoin d'énergie pour accoucher, on a besoin d'énergie pour venir au monde, on a besoin d'énergie pour partir de l'autre côté. Okay? Ayez pas peur aussi de poser les questions ou d'écouter si elles ont les questions. Est-ce que tu as peur de mourir? Moi, c'est comme ça que je l'ai demandé à ma mère. Maman, as-tu peur de mourir? Mon mari, il trouvait ça élevé un peu dans la chambre. Hein, Michel? Les questions... Je trouvais rough. Hein, ben, lui, il me dit rough. Je n'étais pas rough avec ma mère, mais j'étais direct avec les questions. Mais, puis je l'ai dit à beaucoup de monde, ma vie, je côtoie la mort à tous les jours. Moi, pas la mort physique comme les infirmières, comme les médecins, comme les préposés, comme les bénévoles. Je côtoie la mort pour le avant, le pendant, puis le après. Alors, quand je parlais de la mort avec ma mère, oui, j'étais plus directe. Maman, est-ce que tu as peur de mourir? Maman, est-ce que tu sais qui va t'attendre de l'autre côté? Maman, toi, là, c'est qui la première personne que tu vas voir quand tu vas arriver de l'autre côté? C'est vrai que j'ai la chance aussi d'avoir une maman qui était ouverte à ces choses-là. Ça, c'est sûr et certain. Mais on se parlait comme ça. Maman, on faisait des farces parce que ma mère, de son vivant, elle a eu 3 conjoints. Les 3 conjoints sont décédés. Et là, je me disais, maman, lequel des 2 va t'attendre en premier de l'autre côté? Toi, lequel tu veux voir en premier? Là, on faisait des farces. Mais il y a des moments qui étaient sérieuses, puis qu'elle me disait, j'espère que je vais voir telle personne. J'espère que telle personne va être là. Puis d'autres moments, elle me disait, bon, je sais pas, c'est pas grave. OK? Alors, ayez pas peur, si vous êtes à l'aise, de parler de ces situations-là avec des questions qui sont directes. OK? On peut demander qu'est-ce qui te fait peur par rapport à mourir. Et ça va ouvrir la discussion aussi.
Hein, si vous dites, bon, là, comment je vais lui demander, crois-tu à l'après-vie? Parce que ça se peut que vous ne sachiez pas si la personne qui est en fin de vie, elle croit à l'après-vie ou pas. Hein? Donc, des questions qui peuvent se prêter à ça, ben, c'est de lui demander si elles ont peur de mourir ou si elles ont, c'est quoi leur appréhension ou à quoi elles s'attendent. Ensuite, oui, très important. Si vous avez la chance d'être avec une personne qui est lucide, OK? Vous pouvez demander à la personne, est-ce qu'au moment de mourir, tu veux être toute seule ou est-ce que tu veux être accompagnée? Et ça peut faire spécial de poser la question, mais il y a des personnes qui veulent être toutes seules quand elles vont partir, puis il y a des personnes qui non. Elles veulent absolument, elles ont peur, elles veulent être en sécurité, puis elles veulent s'assurer qu'il va y avoir quelqu'un avec elles jusqu'à la dernière minute. Et ça se demande. Expérience personnelle. Nous, on a demandé à notre mère, maman, est-ce que tu veux qu'on soit là quand tu vas partir? Elle nous a dit non. Elle dit, moi, je ne veux pas que vous soyez là. Bon, ma mère, de son vivant, elle était comme ça. Et ça, il faut respecter ça. Il y a des gens qui, de leur vivant, ont besoin de faire leurs affaires toutes seules. Hein? Je vais faire une parenthèse après. Et bon, sur le moment, elle nous a dit non. Quelques jours après, mon beau-père est allé la visiter à la maison de soins palliatifs et mon beau-père s'est mis à poser cette question-là. Il dit, Eliane, il dit, est-ce que tu veux être entourée? Les enfants vont-ils être là quand tu vas partir? Ma mère, elle a commencé par dire non. Et là, mon beau-père lui a raconté son expérience personnelle. Lui a accompagné sa première femme quand elle est décédée. Il l'a accompagnée jusqu'au moment de son décès. Il a accompagné sa belle-mère. Il a accompagné sa mère. Il a accompagné son père, mais il n'était pas dans la même pièce que lui, mais il l'avait accompagné à l'hôpital. Et il a dit à ma mère, il dit, tu sais, Eliane, c'est le plus beau cadeau que tu peux faire à tes enfants, à ton monde, que de les laisser t'accompagner. Parce qu'il dit, moi, il dit, j'ai vécu ça, puis ça a été un beau cadeau. Le lendemain, on s'est revenu sur le sujet, puis on a dit à maman, puis là, maman a dit, ben oui, c'est correct. Et on a eu tout un cadeau, parce que quand est venu le temps pour ma mère de partir, on était toutes là. Ses 2 filles, ses 3 petits-enfants, mon conjoint, il y avait les conjoints des enfants aussi qui avaient toujours été proches de ma mère. On était toutes dans la chambre. Et on l'a accompagnée vraiment jusqu'à son dernier souffle. Puis je peux vous le dire aujourd'hui, par expérience maintenant personnelle, c'est un des plus beaux moments qu'on peut vivre, ça, d'accompagner une personne jusqu'en fin de vie. OK? Puis je suis contente que ma mère elle soit revenue sur sa décision parce que oui, j'aurais respecté qu'elle parte toute seule, puis de toute façon, elle se serait organisée pour partir toute seule, mais on serait passé à côté de ça. Alors, si vous êtes en fin de vie ou si vous avez commencé à penser quand vous allez être en fin de vie, vous allez vouloir partir toute seule, bien, méditez, réfléchissez sur cette question-là qui est très importante parce que c'est un beau cadeau que de donner ça aux gens qui nous entourent. Maintenant, la parenthèse que je voulais amener. On ne choisit pas le moment de partir à 100%. Mais malgré tout, il y a des moments où on sait qu'on peut se laisser aller, qu'on lâche prise, hein? Qu'on décide de, bon, ben là, je baisse les bras, puis là, je suis prête à partir. Il y a des gens qui sont capables d'attendre certaines personnes, puis au moment où les personnes vont rentrer le pied dans la chambre, pouf, la personne décède. Il y en a d'autres qui n'auront pas le temps de se rendre. Ils vont dire, ben pourquoi ils ne voulaient pas que je sois là? Des fois, non, c'est pas qu'ils ne voulaient pas que vous soyez là, c'est qu'il n'y a pas eu assez d'énergie pour se rendre jusqu'au bout. À d'autres moments donnés, oui. C'est des choix que ces personnes-là font et en profitent pendant que vous êtes parti chercher un café et en profitent pendant que vous êtes parti déjeuner pour s'en aller parce que elle ou il voulait partir toute seule. OK? Ensuite, quand vous êtes en train d'accompagner une personne en fin de vie, sentez-vous pas le besoin de parler tout le temps, tout le temps, tout le temps. Parce que la personne qui est en fin de vie, c'est pas nécessairement ça qu'elle a besoin. Juste que vous soyez là avec elle, ça peut être assez. Demandez-lui, osez pas, là, on est en fin de vie, là. Vous pouvez la poser la question. Est-ce que tu veux que je parle? Est-ce que je parle trop? Est-ce que tu veux que je te parle d'un sujet? Est-ce que tu veux que je te raconte les dernières nouvelles? Est-ce que tu veux qu'on écoute quelque chose ensemble? Veux-tu que je te lise un livre? Hein? En fin de vie, nous, on avait amené de la musique à ma mère parce que ma mère, elle écoutait de la musique tout le temps, tout le temps, tout le temps. Elle écoutait sur Stingray Music son post country. Et Michel, ben, lui a fait une piste de chansons qu'on a mis dans un iPod, iPhone, qu'on a amené là-bas, qu'on a mis sur le radio, puis ma mère, elle écoutait ses chansons non-stop.
tout le temps qu'elle a été là. Elle, c'était son plaisir. Puis au moment où elle est décédée, nous, elle nous avait fait part dans ses dernières volontés de la musique qu'elle voulait au salon funéraire. OK? Puis elle voulait de la musique en continu, mais il y avait des chansons qui étaient précises qu'elle voulait pour le moment de ses funérailles, dont une en particulier, qui est le paradis des musiciens. Puis quand elle est décédée, on a fait jouer la musique. Excusez. On a fait jouer la musique sur son oreiller après son départ. Puis, ça a été un beau moment. Fait que n'hésitez pas à poser les questions. N'hésitez pas à demander aux gens ce qu'ils ont besoin en fin de vie. Bon, je vais revenir de mes émotions. OK. Il y a beaucoup de gens qui vont vouloir parler du passé aussi. Hein? Te souviens-tu quand c'était telle chose qu'on vivait? Des gens qui, par exemple, vont recevoir de la visite puis vont être contents de parler quand ils étaient jeunes, dans leur jeunesse, les moments qui se sont rencontrés, les moments qui se sont vus. Il y en a qui vont vous demander d'apporter des albums photos pour regarder des albums photos puis parler encore là avec les albums photos du passé et tout ça. Hein? Moi, j'appelle ça les moments bonbons. OK? Qu'est-ce que ça veut dire, les moments bonbons? Ça veut dire la personne est en fin de vie. Pouvez-vous, si possible, lui apporter les dernières choses qu'elle veut vivre, OK? Par exemple, nous, le dimanche avant qu'elle parte, elle est partie le mardi. Le dimanche avant qu'elle parte, quand on allait la voir, on l'amenait des fois dehors, mais des fois, elle ne voulait pas sortir. Et là, le dimanche, j'étais avec mes petites filles, donc ses arrière-petites filles, et on a décidé de faire un pique-nique. Donc, on s'est fait un sac, on a mis les sandwichs, les salades, on a fait un pique-nique, on a amené ça à la maison des Mardillons. On est sorti à l'extérieur, on a mis la table, la nappe, on a sorti, puis on a fait un pique-nique avec ma mère. Puis, mon Dieu, pour une fois, elle a bien mangé, puis elle a beaucoup mangé. Mais ça, c'est des petits plaisirs. Puis, si la personne, bon, toute sa vie, elle a fait attention au sucre, hein, elle a été diabétique ou était sur le bord d'être diabétique, puis le sucre, il faut faire attention. Mais là, en fin de vie, là, il ne faut pas la faire tomber malade. Et si en fin de vie, elle veut manger de la tarte au sucre, pouvez-vous lui apporter de la tarte au sucre, des bonbons, du chocolat? On apporte ces choses-là. Hein? On lui fait, on savoure avec elle. Nous deux, ma soeur et moi, le vendredi avant, on a fait un souper sushi. On a amené des sushis. Ma mère, elle voulait manger des sushis. Ben mon Dieu, hein? On a apporté des sushis. Souvent, j'ai demandé à ma mère pendant la période qu'elle était à la maison, à des Mardillons, maman, est-ce que tu veux aller faire un tour d'auto? Maman, est-ce que tu veux retourner dans ton village? Est-ce que, puis bon, elle avait pas le goût, puis elle avait peut-être pas la force puis l'énergie nécessaire pour le faire. Mais si vous accompagnez une personne en fin de vie, ces moments-là peuvent être hyper importants. Donc, n'hésitez pas à leur demander qu'est-ce qu'ils auraient le goût de vivre ou de faire comme ça à la toute fin de vie. Puis, partagez-le avec eux, vivez-le avec eux. OK? Si vous êtes en fin de vie, si vous préparez votre fin de vie, faites-vous ils appellent ça une bucket list, faites-vous une bucket list. Qu'est-ce que vous voulez avoir le temps de faire avant de partir? Qu'est-ce que vous pouvez faire avant de partir? OK? Vers la fin, il y a des personnes qui peuvent avoir besoin beaucoup plus de sommeil. Donc, ça se peut que vous alliez visiter ces personnes-là, puis le 3/4 du temps, ils dorment. C'est normal. On parlait d'énergie. Tantôt, ils ont besoin d'énergie. Les demandes spéciales, je les ai mentionnées. Quand on est vers la fin, hein, qu'est-ce qui nous fait comprendre qu'ils sont vers la fin? Nous, on se l'est posé la question, moi puis ma soeur, parce qu'on n'était pas sûrs. C'est-tu ça, être en fin de vie? Il y a des journées qui étaient en forme, il y a des journées qu'elle allait aux toilettes toute seule. Elle n'avait pas l'air de quelqu'un qui allait mourir si c'était pas qu'elle était enflée, puis tout ça. Puis, à la toute fin, quand ma mère, elle s'est mise à me dire, voyons, c'est qui est en arrière de moi et qu'il n'y avait pas personne de visible, j'ai fait comme, oh! Et là, j'ai dit à ma soeur, OK, viens-t'en, je pense que maman... Puis effectivement, quelques heures après, ma mère est décédée, mais elle avait commencé à dire, qu'est-ce qu'il fait là, lui? Mais dans la réalité, il n'y avait pas personne. Alors, les personnes qui sont en fin de vie peuvent commencer à voir des personnes décédées, peuvent commencer à voir des anges, des êtres de lumière, peuvent commencer à avoir des choses qui sont pas, qu'on voit pas, nous, à l'œil nu. Hein, les personnes en fin de vie, des fois, ils vont nous regarder, puis on dirait qu'ils regardent au-dessus de notre épaule, ou qu'ils regardent au-dessus de notre tête, ou ils regardent dans le coin de la pièce.
Ben ça, c'est parce que c'est les personnes qui sont rendues là commencent à traverser, j'appelle ça l'entre-deux mondes, OK? Notre entre-deux mondes. Puis j'ai pris dans le livre que je vous parlais tantôt une phrase, être présent au moment du départ, là, c'est car nous sommes alors témoins de la rencontre momentanée de deux mondes qui demeurent tout le reste du temps complètement séparés et inaccessibles l'un à l'autre. Donc, quand vous êtes en train d'accompagner une personne qui est en fin de vie puis qu'elle commence à voir les personnes décédées ou qu'elle commence à voir dans un monde parallèle, vous-même qui êtes dans le monde physique, vous vous rapprochez de l'entre-deux mondes, donc de la barrière mince qui sépare les deux dimensions. Okay? Les expériences de fin de vie sont réelles pour ceux qui les vivent. Donc, vous pouvez poser des questions. Hein? Qu'est-ce que tu es en train de voir? À qui tu parles? Qui est-ce qui est là? Ça aussi, ça va vous renseigner. Ça va peut-être même vous sécuriser vous-même de savoir que la mère de votre mère est peut-être là, que le père de votre mère est là, que son mari est là. Hein? Donc, les gens sont là pour les accueillir. Hein? On ne dit pas ils viennent les chercher. On ne dit jamais ça. Les personnes décédées ne viennent pas chercher les défunts, les personnes en fin de vie, ils ne peuvent pas faire ça. On dit qu'ils sont là pour les accueillir. Et que l'ouïe, hein, nos oreilles, c'est le dernier sens à quitter notre corps physique au moment du décès. Donc ça veut dire que tout ce qui se dit dans une chambre, il faut faire attention parce qu'ils nous entendent. Donc, au moment du départ, quand il vient le temps de la personne pour partir, soyez conscient de la vie qui quitte le corps humain. Parce que ça peut se faire très rapidement, mais ça peut se faire graduellement. Les personnes qui vont raconter leur histoire, les personnes qui vont voir de la brume blanche, il y a des personnes qui vont voir une énergie blanche, sortir une lumière blanche, sortir de la personne, du corps de la personne. Soyez à l'écoute de tout ça. Soyez à l'écoute des sensations. Comment on se sent dans la chambre? Est-ce que c'est léger? Est-ce que c'est lourd? Comment on ressent les choses? Et le plus beau cadeau, ben, je le répète, c'est de rester avec la personne jusqu'au moment où elle va quitter son corps physique. Et vous savez, quand on va donner l'heure de la mort de la personne, hein, par exemple, notre maman, elle est décédée à 6h30. À 6h30, elle a fait son dernier souffle. Mais 6h30, c'est l'heure où le corps physique est décédé. L'âme peut être sortie avant, l'âme peut sortir après. Donc, l'âme peut être sortie une semaine avant si elle est tombée dans le coma, la personne, si elle est plus consciente, si elle est plus lucide. Et ça veut dire que l'âme est sortie du corps et le corps physique est en train de mourir. Donc, c'est pas comme la personne, l'âme de la personne, ça veut dire qu'elle est décédée depuis un certain temps, elle est déjà sortie de son corps. Puis, il y a d'autres personnes, ça va prendre quelques heures après leur décès pour complètement se détacher du corps physique. Et ça, on peut être à l'écoute de ça, puis on peut ressentir ces moments-là. Okay? Donc, je pense que je vous ai donné beaucoup de matière hein, ce soir. Je vous invite à faire la lecture du livre que je vous proposais tout à l'heure. Là, je vais répondre à quelques questions. Michel, j'imagine que tu en as pris quelques-unes au vol, hein? Oui, la première question que tu m'avais donnée, est-ce que tu y as répondu? Quelqu'un qui est dans le déni, quelqu'un qui ne veut pas mourir. Ça, c'est Lise Rousseau, hein? Je pense qu'il posait la question. Oui, c'est ça, la première question. Quelqu'un qui est dans le déni, parce que Lise m'écrivait puis elle me disait qu'elle accompagne quelqu'un en ce moment, mais la personne semble être dans le déni. Elle veut pas mourir, elle veut pas savoir qu'elle va mourir. Bon, je répète, hein, ça, il faut respecter ce moment-là. Il faut respecter cette personne-là. Faut pas que ça nous comment je dirais ça? Il ne faut pas se sentir impuissant ou il ne faut pas se sentir fâché de la situation, c'est bien important, mais on peut ramener tranquillement la personne. Mais si on voit qu'elle est complètement dans le déni, bien, on peut juste l'accompagner. On peut juste être avec elle. On peut faire des prières, hein? Toujours. Hein? Peu importe le moment où la personne est rendue dans son chemin de fin de vie, on fait des prières. On peut même être à la maison. Tantôt, on parlait des gens qui veulent être seuls pour mourir. On peut être à la maison, allumer une chandelle et parler télépathiquement avec l'âme de la personne qui est en train de partir. Ça se fait, ça aussi. Okay? La deuxième question, je ne sais pas si je vais prononcer son nom comme il faut, mais c'est Hélène. Ah, c'est Hélène. OK, Hélène. Parfait. Donc, est-ce qu'elle ne peut pas écouter en direct, mais elle a quand même une question. Si on tient rancœur à un défunt, est-ce qu'on nuit au défunt? Si on tient rancœur au défunt, est-ce qu'on lui nuit?
Ben, ça dépend. Ça dépend de la personnalité de chacun. Si je sais qu'il y a une personne qui m'en veut, je partirai pas en paix. Ça, c'est sûr et certain. Là, je parle pour Marilyn. OK? Donc, moi, là, si sur Terre, je sais qu'il y a quelqu'un qui m'en veut, puis qu'il y a quelque chose contre moi, puis que je lui ai fait mal sans peut-être m'en être aperçu, tout ça, ben je partirai pas tranquille. Puis quand je vais partir, ça va peut-être prendre un certain temps quand je vais reprendre conscience, je vais avoir un paquet de choses à faire, mais à un moment donné, je vais me raccrocher à ça, je vais dire, oh, c'est vrai, Lucie, elle avait de la misère avec moi, puis tout ça, qu'est-ce que je peux faire? Puis bon, moi, Marilyn, je vais passer par-dessus, puis je vais continuer mon chemin. Il y a des personnes qui non. Alors, de garder rancœur par rapport à une personne qui est sur le point de partir, oui, ça peut nuire à son cheminement. Tout à fait. Mais, je dis bien un mais, ça dépend de la personne qui est en fin de vie. Est-ce qu'on a une autre question? Oui, il y a Hélène Fillon qui veut savoir, peut-on choisir la façon que l'on va mourir? Hélène, parfois oui. Parfois oui, on peut choisir la façon dont on va mourir. C'est-à-dire que si on est en période de fin de vie, je peux décider de mourir à la maison. Je peux décider de mourir à l'hôpital. Je peux décider de mourir dans une maison de soins palliatifs. On peut faire le choix de la façon dont on va mourir. Je ne vais pas rentrer ce soir dans la partie euthanasie. Je vais vais pas aller du côté de la volonté de vouloir mourir, l'aide à mourir, l'aide médicale à mourir, le suicide assisté. Je ne vais pas rentrer là-dedans ce soir. Mais sachez que si on peut, oui, on peut choisir la façon dont on va mourir, mais c'est pas tout le monde qui peut choisir ça. On peut choisir de mourir dans les bras de son conjoint, mais ça se peut que le conjoint, c'est le moment qu'il a pris pour aller prendre un café ou qu'il est allé prendre sa douche, qu'il est allé se reposer, peu importe. Oui. Oui, il y a même Marquis qui veut savoir, est-ce vraiment l'âme qui décide de quitter notre enveloppe physique quand elle le décide? Je crois que ce n'est pas nous qui décidons du moment de notre départ sur le plan terrestre, à l'exception d'un suicide. Muguette. Effectivement. De l'autre côté, quand je dis de l'autre côté, c'est dans l'autre dimension où on va être quand on va mourir, notre changement d'état de conscience. Dans l'autre dimension, il n'y a pas un calendrier où c'est inscrit « Muguette va partir le 10 juillet 2024 ». C'est pas écrit comme ça. C'est écrit, en fait, c'est pas écrit. On décède quand notre mission de vie est terminée. Maintenant, notre mission de vie, puis ça, je le disais à maman, quand le lundi, je suis arrivée, là, puis qu'elle me disait, voyons, comment ça fait, je suis pas morte, je suis encore là, ils veulent pas de moi. Je dis, maman, c'est peut-être parce que tu as encore des choses à vivre, tu as peut-être encore des choses à comprendre, tu as peut-être des choses à nous dire, peut-être que j'ai des choses à dire, peut-être c'est pour ça que tu n'es pas partie. Alors, jusqu'à la toute fin, bien, il peut y avoir des gens qui vont retarder le moment du décès parce qu'elles ont des choses à vivre et à faire vivre aux gens tout autour. Donc, Muguette, non, il n'y a pas une date de décider. Par contre, ma mère, si c'était juste de elle serait partie ce lundi-là. Ou quand on lui a dit, OK, maman, on va t'administrer une piqûre qui va te faire dormir, ben elle, au bout de 15 minutes, comme je vous disais tantôt, elle disait, ben je suis pas partie encore. Elle serait partie. Mais là, on ressentait que c'est le corps physique. Le corps physique avait pas fini. Parce qu'il faut pas oublier une chose, c'est que on peut pas dire à notre corps physique, OK, là, j'en ai assez, France, je veux mourir, on arrête ça là. Bang! Non, le corps physique, il doit aller jusqu'au bout du physique, de la biologie, des cellules, etc. Hein? Parce que des fois, c'est les personnes qui ne veulent pas mourir, mais le corps physique qui va tomber en premier. Okay? Alors, est-ce que l'âme va décider, bon ben là, j'en ai assez? Oui, c'est-à-dire qu'elle peut dire, oh, bon ben là, j'en ai assez, puis elle peut se préparer tranquillement. Mais le processus même de l'âme qui dit là, je veux mourir, non, je pense pas que c'est défini. C'est comme les naissances. Hein? Le bébé qui décide que finalement, il en a assez d'être dans le ventre de maman, puis il décide que c'est maintenant qu'il va sortir. Pour moi, c'est le même processus. Hein? Une femme va être en train d'accoucher, ça va prendre 30 heures, puis il y en a d'autres, c'est une demi-heure, puis ils vont accoucher. Mais peut-être que le corps est mieux fait, peut-être que le bébé pousse plus, peut-être que le bébé a plus hâte de sortir. Je pense que c'est le même processus. Michel? Oui, il y a Dr. Beauséjour qui dit « Je n'ai pu échanger avec un être cher en début de sédation, mais il a réagi au toucher, levé les deux bras et marmonné des sons inaudibles. Que penser? A-t-elle conscience de ma présence? » Doris, tout à fait. Tout à fait. On disait tantôt, le dernier sens à quitter le corps physique,
c'est l'ouïe. Donc, entendre les choses. Et le toucher. Ils sont très réceptifs au toucher. C'est pour ça qu'on dit de les toucher souvent. Les mains, tenir les bras, les avant-bras, OK? C'est important de leur toucher parce que c'est ça qu'ils sentent. Hein? Déjà, en sédation, ils n'ont plus leurs yeux. Ils sont plus là tout à fait. Mais ils entendent, puis ils vont ressentir le toucher. Alors, Doris, je suis convaincue que la personne, elle était consciente de votre présence. Si elle a bougé, bon, il y a certains corps médicaux qui vont dire c'est les réflexes, mais il y en a d'autres qui vont dire non, ils ressentent vraiment. Et quand ils lèvent les bras, par exemple, c'est peut-être parce qu'il y a quelqu'un qui leur tend les bras. Elles sont peut-être prêtes à partir. Hein? Si elles marmonnent des choses, ben c'est peut-être pas à nous qu'elles parlent, mais c'est peut-être à ce qui est déjà en train de se produire. Elle est peut-être déjà entourée des autres personnes qui sont de l'autre côté. Donc, Doris, je suis convaincue que la personne vous a entendu. Je suis convaincue qu'elle vous a senti votre présence aussi. Michel. Oui, il y a Lucie Martel qui dit « Mon amoureux, pendant que je lui parlais, était dans le coma. Oui. Il a fait un grand sursaut sur son lit. Il est décédé quelques heures après. Oui. Est-ce que c'est l'âme, un signe qu'il partait? » Ça peut être, c'est comme quand on est sur le point de s'endormir, puis que juste au moment où on s'endort, on saute dans notre lit. Bien, ce sursaut-là, ce spasme-là qu'on appelle, c'est la sortie de corps. C'est l'âme qui commence à sortir du corps, mais que le corps n'est pas prêt à laisser partir l'âme. Boum, on vient dans notre corps physique. Donc, oui, c'est une possibilité, Lucie, que ça soit votre conjoint à ce moment-là a peut-être commencé à quitter son corps. Peut-être qu'il l'a quitté aussi, hein? Peut-être qu'il a commencé à quitter son corps, puis le fait qu'il s'est détaché de son corps, le corps a sursauté. Ça, c'est une possibilité. Il a réagi, mais l'âme de votre conjoint était peut-être déjà sortie du corps physique. Et n'oubliez pas, quand j'ai sorti du corps physique, qu'on soit dans le coma, que ça fasse plusieurs heures ou plusieurs jours, l'âme n'est pas détachée du corps humain. Hein? Pour que l'âme se détache du corps humain, il faut qu'il y ait mort physique. Ce qu'on appelle le cordon d'argent qui se coupe, qui se brise. Okay? Est-ce qu'on avait d'autres questions, Michel? J'en ai d'autres. Il y a Louise Tremblay qui demande « Comment font-ils pour s'en aller? Comment ils quittent ce monde? » Louise qui demande ça. Question, Louise, parce que l'âme, c'est quand on meurt, c'est un changement d'état de conscience. C'est comme les rêves. Quand vous me posez cette question-là, Louise, ou tous les autres, qu'est-ce qui s'apparente le plus? À quoi on peut faire l'analogie pour comprendre? Pour peut-être même ressentir c'est quoi? Bien, je vais toujours faire référence à s'endormir et être conscient d'un rêve. Donc, il y en a qui ont conscience qu'ils sont en train de s'endormir. On parlait du sursaut tantôt dans le lit. Il y en a qui se réveillent dans leur rêve et qui savent qu'ils sont en train de rêver, donc qui sont en train de faire des rêves lucides. Si vous ne vous souvenez pas dans le rêve, si vous n'êtes pas capable de vous réveiller et de dire « Oh, je suis en train de rêver », mais qu'au moment où vous allez vous réveiller, vous allez dire « Ah, j'ai rêvé, puis c'était bizarre, puis j'ai vu des choses », dites-vous bien que c'est ça la mort. C'est tout simplement ça. La mort, c'est juste ne plus avoir de corps physique. C'est tout. Donc, la sensation, bien, il y en a qui vont parler de chaleur, de douceur. Il y en a d'autres qui vont parler de froideur, de peur, parce qu'elles ont peur. Mais dans la réalité, c'est pas l'âme qui a peur, c'est le mental ici qui a peur. OK? Vas-y, Michel. Il y a Manon Jeté qui demande « Mon fils est décédé d'un accident d'auto à 29 ans. Je l'ai fait incinérer, mais je ne savais pas s'il voulait ça. » OK. Manon, je suis contente que vous posez la question parce que je vais me permettre de faire une parenthèse après avoir répondu à votre question, Manon. Votre fils, 29 ans, décédé d'un accident de voiture, c'est bien ça, Michel, voiture? Oui. À 29 ans, c'est pas tout le monde qui a fait un testament. C'est même très rare quelqu'un qui a fait son testament à 29 ans parce qu'on pense qu'on est trop jeune, qu'on a toute la vie devant nous. On ne sait même pas ce que ça veut dire faire un testament. On est insouciant, on n'a pas la conscience de ça. Donc, il n'y a pas beaucoup de gens, je répète, qui à 29 ans ont un testament de fait. Donc, nous qui restons sur Terre avons la responsabilité de prendre cette décision-là pour eux. Si vous avez pris, Louise, la décision de faire incinérer votre fils, vous l'avez pris avec votre cœur, avec vos croyances à vous, votre fils, il va avancer de l'autre côté puis il va être correct. Ça ne sera pas l'incinération qui peut être difficile pour votre fils. Ça peut être, comme il est décédé subitement, brutalement, bien, ça se peut qu'il n'ait pas conscience qu'il soit décédé. Donc, c'est beaucoup plus là-dessus qu'il faut travailler.
que sur la manière dont on a disposé de son corps. OK? Donc, je reviens en vous disant, si vous parlez à votre fils, si vous dites, écoute, je ne sais pas ce que tu voulais, mais moi, je pense que c'est ça qui est la meilleure chose à faire. Je t'amène là, je fais ça avec toi. Parlez-leur. Ceux-là, puis là, on parle d'un jeune homme de 29 ans, mais peu importe qu'on ait un parent de 70 ans qui n'a pas fait ses volontés, qui n'a pas fait son testament, parlez à ces gens-là, elles vous entendent, peu importe où est-ce qu'elles sont, elles vous entendent. C'est pas tous les gens, c'est pas tous les défunts qui assistent à leur funérailles parce que des fois, ils sont encore dans la confusion, ils n'ont pas réalisé qu'ils sont décédés. OK? Ça m'amène, Louise, à parler quand moi puis ma mère, on s'est assis à la maison à Desmardillons, en fait, on a commencé à l'hôpital avec ma sœur. Ma mère avait déjà préparé tous ses papiers. Son testament était fait. Ses polices d'assurance vie étaient toutes dans une enveloppe. Elle m'avait dit, va à telle place, fais telle chose, fais tel téléphone. Et même ensemble, j'avais amené mon ordinateur à la maison à Desmardillons. On avait changé les mots de passe de ses comptes pour que je puisse avoir accès à certains de ses comptes, que je puisse avoir accès à ses documents personnels. On a eu la chance de pouvoir le faire ensemble, toutes les deux. Mais c'est pas tout le monde. Puis je me souviens, il y a 4 ans de ça, la première fois, ma mère avait été se faire opérer pour la glande thyroïde. Ma mère a toujours été du genre à dire « Oh, moi, quand je vais mourir, vous me mettez dans une boîte de carton puis vous m'enterrez dans la cour en arrière. » Pourquoi? Parce qu'elle voulait pas nous donner des problèmes à moi puis ma sœur. Oui, son testament était fait, ses papiers étaient en ordre, tout ça. Mais les funérailles, par exemple, il y a 4 ans, elle tassait ça du revers de la main. Et quand on est allé pour son opération, j'ai dit, maman, si jamais il arrivait quelque chose, on est conscient, tu as 70 ans, tu t'en vas te faire opérer, le cœur peut partir. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose que tu... parle-moi pas de ces affaires-là, la boîte de carton. Non, maman, arrête là. Là, j'ai besoin que tu me dises parce que c'est nous, après ça, qui va savoir, on ne saura pas ce que tu veux. Vas-tu être contente si on fait ça comme ça, comme ça, comme ça, comme ça? Là, c'est mis à dire non. Non, faites pas ça comme ça. Bon, c'est quoi tu veux? Et là, je me souviens, on a parlé dans le corridor en attendant son opération. Elle était rendue à me dire quasiment quelle sorte de sandwich, pas de croûte, faire pour le buffet. C'est pour vous dire, hein? Et pas longtemps après ça, moi, j'ai toujours été pro-testament, pro-dernière volonté, parce que c'est hyper important. Et j'ai commencé à donner mon atelier, nos dernières volontés. Et moi, je trouve ça hyper important, peu importe l'âge qu'on a, de faire ses volontés. Puis ça, c'est pas un testament, OK? Testament, c'est autre chose. Les volontés, c'est un peu avant de mourir. Hein? Est-ce qu'on veut être débranché? À quel moment on veut être débranché? S'il arrive quelque chose, est-ce qu'on veut être réanimé? Est-ce que on veut donner est-ce qu'on veut faire des dons d'organes? Est-ce qu'on veut être incinéré? Est-ce qu'on veut être enterré? Est-ce que si on est enterré à quel endroit? Est-ce qu'il y a des gens qu'on veut voir? Tout ça, c'est un paquet de questions que les gens, ils s'attendent pas à réfléchir là-dessus. Quand on fait l'atelier, et je vous dirais qu'à l'atelier, je suis contente, j'ai eu des jeunes la dernière fois, des jeunes d'une vingtaine d'années. C'est un atelier que les gens, en sortant, me disaient « Merci, Marilyn, parce qu'on n'a pas pensé à ça. Hey, on n'avait pas pensé à ça. Hey, tu nous as fait réfléchir. Là, je suis contente parce que là, mes enfants, ils ne seront pas pris avec ça. Mes enfants n'auront pas de misère. » Et je vous le dis, c'est un cadeau à vous faire que de suivre cet atelier-là. OK? Donc, si jamais, justement, j'en donne un prochainement au mois d'octobre à mon centre de développement, inscrivez-vous, il reste de la place, mais c'est hyper important. Comme ça, quand arrive le décès subi d'une personne, on sait un peu plus quoi faire. Michel, as-tu une autre question? Oui, il y a Karine Lalonde. Elle a comme deux, trois questions, mais je vais en prendre une que tu n'as pas parlé encore. Le 3 jours après le décès, est-il vrai? Oui, Karine, très vrai. Savez-vous pourquoi le 3 jours? Le 3 jours, c'est une coutume qu'on a eue. Ça ne fait pas partie des religions, OK? Parce que nous, les catholiques, on dit 3. Non. Tassez la religion de ça. Les coutumes ici au Québec, je vais parler parce que à certains autres endroits, je parle entre autres, si je ne me trompe pas, c'est les Tibétains, 40 jours. C'est pas 3 jours, c'est 40 jours. Et eux, là, c'est 40 jours de prière sans arrêt. C'est-à-dire que quand vous avez fini de faire la prière, il y a quelqu'un qui vient s'asseoir sur votre chaise et qui continue la prière. Quand vous avez fini, il y a une autre personne qui vient s'asseoir sur la chaise. 40 jours comme ça,
sans arrêt. On fait des prières. Nous, ici, on va dire au Québec, OK? Parce que je ne sais pas l'étendue, mais au Québec, on a une coutume de dire d'attendre 3 jours avant de disposer du corps, c'est-à-dire soit de l'incinérer, soit de l'enterrer. Pourquoi le 3 jours? Parce que c'est ce qu'on calcule, parce que le temps n'existe pas l'autre côté. C'est ce qu'on calcule que ça prend de temps à une âme pour comprendre qu'elle est décédée. Donc, qu'est-ce qui arrive si, par exemple, on envoie un corps se faire incinérer environ 12 à 24 heures après un décès? Bien, ça se peut que l'âme qui n'a pas compris qu'elle est décédée, qui n'a pas réalisé qu'elle est décédée, bien, elle peut vivre ça comme un traumatisme. Et là, attention, je sais qu'il y en a ce soir qui m'écoutaient et disaient « Oh mon Dieu, moi j'ai fait enterrer mon père 24 heures après, je l'ai fait incinérer. » On ne part pas en peur, là. OK? La personne, si on lui a parlé, si on lui a expliqué, puis il vient un certain moment donné où la personne elle a compris qu'elle est décédée, c'est correct. Mais là, j'explique réellement le 3 jours. Ma mère l'avait mis dans son testament, puis quand je suis arrivée au salon funéraire, j'ai 3 jours. 3 jours. Moi, c'est écrit 3 jours, vous ne touchez pas mon corps. On doit se faire embaumer parce qu'on veut se faire exposer, ça, c'est sûr et certain. Mais on n'incinère pas, puis on n'enterre pas le corps physique avant un minimum de 3 jours. OK? Donc, ça, c'est pour que l'âme réalise qu'elle n'est plus attachée à son corps physique. Michel, est-ce qu'on en a d'autres? Moi, j'en ai un paquet, il y en a un paquet de questions. Oh my God, OK. Il y a France La Jeunesse qui ça prend combien de temps pour que l'âme quitte le corps? France, bon, on l'a dit tantôt, puis je le répète, le temps n'existe pas de l'autre côté. Combien ça prend de temps, l'âme, pour quitter un corps? Il n'y a pas de temps déterminé. Et je disais tantôt, il y a des âmes qui vont sortir du corps avant même que le corps physique soit arrêté. Puis il y a des âmes qui vont rester proches de leur corps physique, même après. Je reviens à ma vie personnelle. Quand ma mère est décédée, on n'a rien vécu de mystique. On n'a rien vécu de psychique. On a vécu beaucoup d'émotions, beaucoup d'amour, beaucoup de beaux moments, mais on n'a pas vu de brume blanche, on n'a pas vu son âme sortir de son corps, on n'a pas vu les anges s'installer autour du corps de la personne qui est décédée parce qu'au moment où il y a un décès, que l'âme va sortir du corps, il y a des anges qui viennent protéger le corps physique parce qu'il reste de l'énergie dans le corps physique. Et il peut arriver, et là je vous dis ça, c'est très, très, très rare, mais il peut arriver qu'une autre âme décide de rentrer dans le corps physique de la personne qui a encore de l'énergie, plus de vie, mais encore de l'énergie. OK? Alors les anges viennent protéger tout ça. J'ai rien vu de ça. J'ai rien vu de ça. Je vous le dis, j'ai vécu aucun moment psychique, aucun moment mystique. J'ai vécu des émotions, des beaux moments et tout ça, mais rien au niveau spirituel là, d'expérience. OK? Par contre, je peux vous dire que longtemps, j'ai senti que ma mère n'était pas complètement décrochée de son corps physique. Comme si, un peu comme avant de mourir, qu'elle avait hâte de partir, mais que le corps physique ne voulait pas la laisser partir. J'avais comme l'impression qu'elle était encore prise avec son corps physique. Et ça, je l'ai senti pendant au moins les 2 heures qui ont suivi son décès. Mais je répète, il ne s'est rien passé de psychique à mes yeux, à moi, mais il faut dire, puis je le dis souvent, quand mes émotions sont en jeu, ben les antennes se ferment. On ne voit pas et on ne canalise pas quand on est dans nos émotions personnelles. Tout ça pour dire, France, qu'il n'y a pas de temps déterminé. Ça peut prendre 5 secondes, comme ça peut prendre plusieurs heures, comme même ça peut prendre plusieurs jours. Pour revenir aux 3 jours, il y a Sainte-Fleury qui veut savoir, mais si tu fais des dons d'organes, oui. Le 3 jours à ne pas toucher le corps. Mais c'est comme une opération. C'est comme une opération. C'est comme si, au moment où est-ce qu'on fait le don d'organes, c'est comme si on était endormi puis qu'on se faisait enlever les amygdales. Je vais dire quelque chose de bien banal, se faire enlever les amygdales. Donc, au moment où on enlève les organes, ben c'est comme une opération, c'est vécu comme une opération et non pas, mon Dieu, ils sont en train de me charcuter ou etc. Non, c'est pas vécu tout à fait de la même façon. D'ailleurs, dans mon atelier, on en parle des dons d'organes. Hein? Est-ce qu'on doit faire les dons d'organes? Est-ce qu'on doit faire? Hein? C'est pas comme ça, je devrais dire, mais il faut être conscient de faire des dons d'organes. Oui, et ça, je réponds à ça dans mon atelier. Ensuite, Michel. Oui, il y a France Lévesque qui veut savoir, quelqu'un qui n'accepte pas la mort, qu'arrive-t-il? Quelqu'un qui n'accepte pas la mort peut avoir beaucoup de difficultés une fois arrivé de l'autre côté à poursuivre son évolution. Donc, pour
peut-être tomber en confusion. Tomber en confusion, baisser ses énergies, veut dire arriver dans l'entre-deux mondes, qui est un monde où est-ce qu'on comprend pas trop, puis on sait pas qu'on est décédé, fait qu'on rentre dans la maison chez nous et on essaie de s'asseoir sur un divan, on essaie d'ouvrir une porte d'armoire, on essaie de retourner travailler, on essaie de se coucher dans notre lit. Une personne qui est défunte et qui ne réalise pas qu'elle est décédée, ben, peut essayer de vivre pareil comme quand elle était sur le plan terrestre. Michel. Dans le même Karine Lalonde qui dit « Que peut-on dire à la personne qui a peur de mourir? » On essaie de la rassurer. Et là, quand on essaie de rassurer cette personne-là, ben, faut être confiant de soi. Parce que, vous savez, les personnes qui sont en fin de vie, ils sont très sensibles, ils sont très réceptifs. Donc, si vous essayez de leur cacher des choses, si vous essayez de ne pas montrer des émotions, montrer des choses, ben, ils peuvent très bien le ressentir. Donc, à ce moment-là, Karine, on essaie de rassurer la personne. Là, elle vous le demande. Hein? Exemple, là, j'ai peur de mourir. Là, vous pouvez lui dire, ben, tu sais, papa va être de l'autre côté. Telle personne va être là, tu vas être attendu, tu vas être assez bien après. Parce que c'est vrai qu'on est bien. C'est pas de la foutaise, là. Tellement de gens qui sont revenus, hein. Des fois, les gens disent, oh, il n'y a jamais personne qui est revenu l'autre bord pour nous dire, oui, je m'excuse. Il y a des personnes qui sont revenues de l'autre côté. Les gens qui ont fait des expériences de mort, pas des morts imminentes parce qu'ils sont pas imminentes, ils sont faites. Les gens sont morts et ils sont revenus à la vie. Et ils sont capables de revenir avec des informations. Et la plupart, ce qu'ils nous disent, c'est beau, il a fait chaud, j'ai revu des gens, il y a de l'amour, je me sentais aimée, tout ça. Alors, ça, là, faut pas être gêné de dire ça aux personnes pour les rassurer. Hein? Ah oui, autre chose, si vous êtes, vous accompagnez une personne en fin de vie. Ça, je l'ai vu à quelques reprises. Essayez pas de dire à la personne, hey, quand tu vas mourir, là, viens me redire, là, viens me le dire là, que l'autre côté, ça existe. Viens me faire des signes. Donnez du temps, OK? Vous pouvez le dire à la personne. Vous pouvez dire, maman, quand tu vas être de l'autre côté, là, viens me dire comment c'est l'autre côté. Tiens, moi, je l'ai fait, j'ai demandé à maman, j'ai dit, maman, tu viendras me le dire. Mais, prends tes énergies, prends ton temps. Même si ça prend 3 ans, 10 ans, c'est correct. Mais essayez de pas faire des promesses, essayez de ne pas demander des promesses à la personne qui est sur le point de partir. OK? Michel, on a le temps pour une petite dernière parce qu'après ça, j'ai des messages à donner. OK. Que fait l'âme lorsqu'elle part? Il va rejoindre quelqu'un d'autre? Oui. Bien souvent, on va justement retrouver ceux qui sont partis avant nous. Et ça peut être nos conjoints, ça peut être nos parents, ça peut être nos enfants, si on a des enfants qui sont décédés. Ça peut être nos bébés, les bébés qu'on a perdus en cours de grossesse, par exemple, ou en tout jeune âge. Bien, tout ce beau monde-là vont être présents au moment où on va quitter le plan terrestre. Et bien sûr, très important, notre ange gardien. Hein, c'est le premier, c'est celui qui va être là tout le long du processus de la mort. Et au moment où on arrive dans notre changement d'état de conscience, bien, c'est qui le premier qu'on va voir ou c'est qui le premier qui va être là? Et bien souvent, c'est notre ange gardien. OK? Je sais qu'il y a plusieurs questions. Là, je les vois dérouler. Oui, c'est fou ce soir. Vous avez beaucoup de questions. Je vous promets rien, mais je vais essayer d'aller répondre à quelques-unes des questions que vous avez mentionnées. Si vous venez d'arriver sur le Facebook Live, si vous m'avez pris en cours de route, vous savez que tous mes Facebook Live sont en rediffusion. Vous allez sur ma page publique, vous allez dans la section de gauche, puis dans la section de gauche, il y a un mot, c'est écrit vidéo. Cliquez là-dessus, vous allez voir tous mes Facebook Live que j'ai fait depuis plusieurs mois. Vous allez toutes les retrouver à cet endroit-là. Si vous avez des questions sur les rêves, j'ai fait des Facebook Live sur les rêves. La paralysie du sommeil, allez-y. Les heures miroirs, allez-y. Les signes de nos défunts, allez-y. Développez vos dons. Je sais que je vais revenir sur ce sujet-là, parce que vous êtes beaucoup de nouvelles personnes à me suivre, mais sinon, allez sur ma section vidéo. Et pendant que je vous parle de tout ça, inscrivez-vous à mes conférences. Attendez pas que ça soit inscrit complet, parce que mes soirées de canalisation à mon centre de développement jusqu'au mois de décembre, c'est complet. Je ne sais pas si je vais rajouter des dates cet automne pour les soirées de canalisation à mon centre, mais sinon, ça va reprendre au printemps prochain.
Mais les conférences, je vous les dis rapidement. Les îles de la Madeleine à la fin du mois de septembre, Pointe-à-la-Croix, Victoriaville, Valleyfield, Granby, la Malbaie, Montréal. J'ai rajouté Montréal, mais vous n'êtes pas nombreux, Montréal, là. Fait que si vous voulez que je fasse la conférence à Montréal, allez-y, puis elle est accessible justement par métro et autobus, la conférence à Montréal. Donc, ceux qui ont envie de venir comprendre les messages de nos défunts, de faire la différence entre l'ange gardien, les guides, les défunts, ce que nos défunts peuvent faire et tout ça, bien, vous êtes les bienvenus à la conférence. Ceux qui ont été actifs sur ma page cette semaine, depuis, je dis cette semaine, c'est depuis hier, j'ai fait un concours. Donc, après le Facebook Live de ce soir, si vous n'avez pas participé au concours, je vous invite à participer. Pourquoi? Parce que je fais le tirage de 3 programmes qui est les programmes de message de votre ange gardien. Donc, si vous avez envie de vous réveiller le matin avec un message de votre ange gardien dans votre boîte courriel qui vous donne des trucs, et là, je vous livre une vidéo. Je vous fais le message d'un ange gardien sous forme vidéo. Un peu comme si vous preniez un jeu de cartes pour la journée, puis vous tiriez une carte, puis vous dites, OK, aujourd'hui, qu'est-ce qui va m'arriver? Bien, ça va être sous forme vidéo. Donc, je fais tirer 3 programmes. Et là, allez sur la page publique. Je vous ai mis le lien aussi dans cette publication-là. Donc, vous partagez la vidéo, vous cliquez j'aime sur la vidéo, puis vous écrivez un commentaire. OK? Aussi simple que ça. Et je fais le tirage dans mon prochain Facebook Live qui va avoir lieu mardi le 18 septembre, toujours 20h, l'heure du Québec. Alors, j'y vais des messages. J'ai canalisé 3 messages pour vous ce soir avant le Facebook Live. Je me répète, le message, vous l'écoutez. Si ça résonne à l'intérieur de vous, peu importe les noms qui sont mentionnés, peu importe le genre qui est mentionné, vous prenez le message pour vous parce que votre défunt est peut-être à côté de vous en ce moment, il vous tape sur l'épaule et vous dit écoute, c'est ce que je voudrais te dire. Si vous avez l'impression que le message que je suis en train de donner, vous savez que ça peut être pour votre jambe, pour votre bru, pour votre soeur, pour votre frère, transmettez la vidéo, partagez-la. N'ayez pas peur de partager mes vidéos. Moi, ça me fait plaisir. Donc, le premier message d'une maman. J'ai tellement eu froid. L'eau n'était pas bonne du tout. Tu as bien fait de me changer de place. Je suis près du Seigneur maintenant et tout va bien comme tu me l'avais dit. C'est toi qui avais raison. Je m'en suis faite pour rien. Tu te souviens de ton songe? Je suis partie à la découverte et j'y suis parvenue. Je ne suis plus jamais fatiguée. Fais attention à toi. Ne te fatigue pas trop. Je peux te le dire maintenant, ça n'en vaut pas la peine. Je me suis fait trop d'illusions sur la terre, ça m'a fait de la peine. Alors ne fais pas comme moi, sois plus intelligente, ma fille. Quand cette maman-là m'a donné le message, premièrement, elle était comme écoute-moi. Là, j'étais là, wow, minute, vous allez trop vite parce qu'il faut que j'écrive. Non, il fallait que j'écrive. Puis, tout le long que j'ai donné le message, je voyais comme une tache jaune. Puis à un moment donné, quand j'ai regardé comme il faut, c'est comme s'il y avait un oiseau jaune qui était à côté d'elle. Ensuite, message d'un frère. Je le sais que je t'avais dit que je ne croyais pas à ces affaires-là. Mais tu as tellement prié, tu m'as tellement donné confiance que me voilà en train de te parler. Qui l'eût cru? C'est ma fille qui va être encore plus surprise quand tu vas lui raconter tout ça. Dis-lui qu'elle a bien fait ça et que j'étais d'accord avec toutes ses décisions. Merci à toi d'être resté en retrait, mais de l'avoir supporté dans tout ça. Maintenant, j'ai plein de choses à découvrir et je dois aller voir le nouveau petit bébé. Quand j'ai canalisé le message, la façon qu'il s'exprimait, j'avais l'impression que c'est un petit bébé qui s'en venait. Donc, soit que la maman n'est pas encore enceinte, soit qu'elle est enceinte, ou soit qu'il est vraiment tout nouveau, tout nouveau. Son dernier mot, salut. Le troisième message pour Nicolas. Je pense que Nicolas, c'est un jeune garçon, mais il n'y a pas d'âge. Message pour Nicolas. Je serai toujours près de toi. Tu es rendu grand, mon petit bonhomme. Si tu savais comme je suis content de pouvoir te parler enfin, à tous les soirs, je t'entends.
C'est plus fort que toi. Il y a des jours où tu te dis que ça doit rien donner de me parler. Ben non, c'est la raison de mon message ce soir. Il te faut croire à tout ça, même si ça fait peur. Tu es courageux et tu es fort. Tu peux voir les personnes que tu veux bien voir. Les autres, tu peux les chasser de tes énergies. Et même quand tu changes de maison, je peux être avec toi. Ne t'inquiète pas. Je t'aime, mon grand. Alors, c'était les messages que j'avais canalisés pour vous ce soir. J'espère que j'ai bien répondu à vos questions. J'espère que si vous accompagnez des personnes en fin de vie ou si un jour l'expérience vous arrive, ben vous allez avoir eu des bons conseils ce soir. Ça m'a fait plaisir de partager un peu mes expériences, ma dernière expérience avec vous, partager un petit peu d'émotion aussi. Je vous donne rendez-vous à mardi prochain, 20h. Puis là-dessus, je vous souhaite une belle soirée. Bye bye!